Ah, des vacances bien méritées, enfin. Cette fois, tu vas voir quelque chose de nouveau. Un océan sur l'une des lunes d'Uranus. Bon, je plaisante. Cette destination n'est pas encore prête pour les vacances. Mais il y a quand même des océans impressionnants là-bas. Ne me dis pas que tu pensais que les océans n'existent que sur Terre. Avant de plonger dans les océans des lunes d'Uranus, parlons d'abord d'Uranus elle-même. La 7e planète à partir du Soleil, est le caillou le plus cool du système solaire. Elle possède 27 lunes, et 4 d'entre elles pourraient théoriquement abriter des océans. C'est quand même pas mal, tu ne trouves pas? Et toutes ces lunes sont comme des mini-copies d'Uranus. Elles s'inclinent selon le même angle que leur planète mère, à 98 degrés pour être exact. Et Uranus est unique. Elle tourne autour du Soleil penchée sur le côté. Son équateur est donc presque à angle droit par rapport à son orbite. Quelle rebelle! Mais pourquoi Uranus est-elle ainsi? Certains astronomes pensent qu'elle s'est fait renverser lors d'une collision avec une autre planète. Et cet impact pourrait bien avoir créé toutes ces lunes. Un détail amusant, ces satellites ont des noms assez particuliers. Au lieu de personnages mythiques, la plupart portent des noms issus de l'œuvre de Shakespeare. Qui a besoin de Zeus quand on a Juliette et Dédémone? Découvrir ces lunes n'est pas chose facile. Elles sont très sombres et situées à des milliards de kilomètres du Soleil. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'ici, l'aiguille est vraiment minuscule. Ces 27 lunes se répartissent en 3 groupes. 13 lunes intérieures, 5 majeures et 9 irrégulières. Les irrégulières sont des rebelles aux orbites rétrogrades, tandis que les autres sont progrades et suivent le mouvement d'Uranus. Les grandes lunes sont Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Elles se trouvent toutes sur le plan équatorial d'Uranus et sont assez grosses pour être rondes. Elles ont des cratères, des canyons et des falaises. Elles se sont formées à la suite d'un impact gigantesque qui a fait basculer Uranus sur son axe. C'est pourquoi elles sont toutes inclinées. Et à cause de cette inclinaison, elles ont des saisons complètement folles, tout comme Uranus. Nous n'avons pas encore trouvé toutes les lunes de cette planète. Les petites lunes irrégulières sont rusées et difficiles à détecter. Peut-être y en a-t-il beaucoup d'autres. Mais voilà, ce qui est vraiment génial, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de quoi sont faites ces lunes, mais nous pensons qu'il pourrait s'agir de roches et de glace. Miranda est la plus glacée, tandis que les lunes intérieures sont probablement poussiéreuses. Et celles qui se trouvent au-delà de l'orbite d'Oberon, ce sont sans doute des astéroïdes soit rocheux, soit glacés, soit autre chose. Mais ce qui distingue vraiment les lunes d'Uranus, c'est qu'elles sont toutes inclinées comme la planète. C'est fou! Leur exploration pourrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont les mondes océaniques se forment et restent actifs. Titania est la plus grosse lune d'Uranus, mais elle fait moins de la moitié de notre lune à nous, avec un diamètre d'environ 1600 km. C'est aussi la 8e lune la plus lourde de tout le système solaire. Elle a été baptisée en l'honneur de la reine des fées du songe d'une nuit d'été. Titania est grise et présente des taches brillantes que les scientifiques pensent être du givre. Elle est composée d'un mélange de glace et de roches, comme toutes les autres lunes proches d'Uranus. Oberon est la 2e plus grande lune d'Uranus, nommée d'après le roi des fées dans la pièce de Shakespeare. Elle fait presque la même taille que Titania, et est également composée de glace et de roches. Mais la surface d'Oberon est beaucoup plus cratérisée que celle des autres satellites. Umbriel et Ariel sont les 3e et 4e plus grandes lunes d'Uranus, avec des diamètres respectifs de 1168 et 1156 km. Umbriel porte le nom d'un mauvais esprit, et c'est la plus sombre des grandes lunes d'Uranus. Elle ne reflète que 16% de la lumière qui la touche. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi elle est si sombre, mais ils pensent que l'anneau brillant qui borde son cratère pourrait être dû à des dépôts de givre. Ariel est la plus lumineuse des grandes lunes d'Uranus. Elle réfléchit plus d'un tiers de la lumière du Soleil. Elle doit son nom à un personnage d'un poème de Pope et d'une pièce de Shakespeare. Ariel a l'air d'être la plus jeune des lunes, car elle ne présente que quelques petits cratères dus à des collisions récentes. Miranda est la plus petite de toutes ces grandes lunes, avec un diamètre d'environ 470 km. La NASA affirme qu'elle serait composée de morceaux provenant de différents corps, comme un monstre de Frankenstein. Elle présente 3 grandes coronets, ou couronnes, uniques en leur genre. Elles sont légèrement cratérisées, avec des crêtes et des vallées, et sont séparées des parties plus anciennes et plus cratérisées par de nettes frontières. On y trouve également des canyons géants, près de 12 fois plus profonds que notre Grand Canyon. Les scientifiques ignorent pourquoi Miranda présente de telles caractéristiques, mais selon une théorie, elle aurait subi une grande collision,
et se serait ensuite recomposé comme ça. Toutes ces grosses lunes sont verrouillées par rapport à Uranus, tout comme la Lune terrestre. Uranus possède des caractéristiques très intéressantes, mais c'est son système d'anneaux qui est vraiment cool. Et sache que toutes les lunes contribuent à la formation de ces anneaux. Uranus possède 13 lunes intérieures et 13 anneaux peu visibles, mais tous reliés entre eux comme une grande famille cosmique. Cordelia et Ophélie sont en quelque sorte les gardiennes de l'anneau le plus externe, Epsilon. Ces deux lunes bergères tiennent toutes ces particules en place. Et Cordelia est la plus proche de la surface d'Uranus. Mais le plus important, c'est qu'il y a au moins 8 autres petits satellites dans cette zone. C'est plutôt bondé. La NASA se demande encore comment ils ne s'écrasent pas tous les uns contre les autres. Les lunes intérieures sont composées à moitié de glace et à moitié de roche, mais nous ne savons pas grand-chose des lunes extérieures. La NASA pense qu'il pourrait s'agir d'astéroïdes capturés par l'attraction gravitationnelle d'Uranus. Quoi qu'il en soit, la planète et ses lunes sont assurément hors du commun. Apparemment, ces satellites pourraient abriter des océans salés sous leur surface gelée. Les plus éloignés d'Uranus, Titania et Oberon, pourraient même avoir des océans d'une profondeur de 48 km. C'est plus profond que la fosse des Mariannes. Les océans d'Ariel et d'Umbriel pourraient faire près de 30 km de profondeur. La NASA s'est servie d'un programme de modélisation informatique et des données de la sonde Voyager 2, lancée en 1977 pour comprendre la composition et la structure de ces lunes. On a alors découvert que Titania était suffisamment grande pour conserver sa chaleur interne et empêcher son océan de geler. Mais attention, les autres lunes ont peut-être elles aussi des océans chauds. Les chercheurs ont découvert des sources potentielles de chaleur dans leurs manteaux rocheux. Il pourrait en jaillir un liquide chaud qui maintiendrait la température des océans. Et ces océans pourraient même être suffisamment chauds pour abriter la vie. L'étude a également révélé que des chlorures et de l'ammoniac abondent probablement dans ces mers lunaires. L'ammoniac est comme un antigel et les sels présents dans l'eau pourraient également contribuer à maintenir des températures élevées. Mais est-ce vraiment suffisant pour que ces lunes pourtant glacées contiennent de l'eau liquide propice à la vie cellulaire? Tout repose évidemment sur un mélange équilibré de toutes les substances présentes et sur la position du satellite par rapport à sa planète mère et au Soleil. Et si ces lunes possèdent réellement des océans, cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres mondes océaniques dans notre système solaire et même au-delà. Vraiment fantastique. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ces océans sont très salés. Environ 150 grammes de sel par litre d'eau. Ce n'est peut-être pas plus salé que le grand lac salé de l'Utah, mais tout de même. Quant à la 5e plus grosse lune d'Uranus, Miranda, elle a peut-être eu un océan à un moment donné, mais nous pensons qu'il a rapidement fini par geler. Quoi qu'il en soit, la NASA envisage d'envoyer une mission sur Uranus pour en savoir plus sur cette géante de glace et sur ses lunes. Cette mission s'appelle Uranus Orbiter and Probe, UOP. Une très bonne idée, à mon avis. Alors, oui, théoriquement, il pourrait y avoir jusqu'à 5 océans, mais il nous reste encore pas mal de choses à découvrir. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le docteur Shweta Dalal de l'université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait?
Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-terres ont été détectés grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire. Depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre, et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile hôte est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. TOA 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ 12-14b créent une TGGTG.
des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, toi 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que toi 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches, et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires.
C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne, et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats s'étaient rendu clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 220 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile.
Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035, et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre Voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop, cependant. Il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement,
Au lieu d'attendre des semaines, voire des mois, ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais Cosmic peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également l'avoir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédait une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles. Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchies. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifiée en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent, combien d'entre elles possèdent des planètes, la probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'1 seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces.
Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres, pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. Imagine que tu sois en train de nager dans un océan salé sous la surface glacée d'une lune. Autour de toi, des évents géothermiques fournissent l'énergie nécessaire à la survie des microbes. Ou encore que tu explores une lune parcourue de rivières de méthane et d'éthane, avec de cratères grouillants de vie. Il n'est peut-être pas nécessaire de quitter notre système solaire pour chercher des signes de vie en dehors de la Terre. Les lunes glacées pourraient receler bien des secrets avec leurs océans pris entre une surface gelée et un noyau brûlant. Quelque chose d'inattendu s'est produit en 2005. Alors qu'elle visitait Saturne, la sonde Cassini a traversé une fine brume d'eau. Ces embruns provenaient de fissures dans la surface d'Encelade, l'une des lunes glacées de Saturne. L'eau s'échappait de ces failles à 1290 km/h. Cassini n'a pas été conçu pour prélever des échantillons d'eau, mais les scientifiques ont tout de même trouvé cette découverte intéressante. Ils ont donc mis au point de nouvelles sondes afin d'explorer les lunes glacées des régions les plus excentrées du système solaire. Sur Terre, l'eau est la base de la vie telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, pas moins de 6 lunes pourraient abriter des océans. Une autour de Neptune, 2 autour de Saturne et 3 autour de Jupiter. Étudier les environnements extrêmes de notre propre planète permet aux scientifiques d'orienter leurs recherches concernant la vie extraterrestre. Par exemple, les cheminées volcaniques de haute mer, ainsi que les lacs gelés de l'Antarctique peuvent nous en apprendre énormément sur les conditions susceptibles d'abriter la vie sur d'autres planètes. Ces missions sont conduites par une équipe d'experts de différentes institutions regroupées sous le nom de Network for Ocean Worlds, NOW. Ils espèrent découvrir des formes de vie en dehors de la Terre. Et oui, nous aimerions bien nous faire de nouveaux amis. Et pourquoi pas sur Europe? Cette lune gelée est marquée de crêtes doubles qui ressemblent à des cicatrices. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte passionnante. Il pourrait y avoir des plans d'eau peu profonds sur Europe, juste au-dessous de sa glace. Ces crêtes sont très semblables à celles que l'on trouve sur la calotte glaciaire du Groenland. Si elles se sont formées de la même manière que sur Terre, ces poches d'eau souterraines pourraient bien être plus répandues qu'on ne le croit. Ces poches se forment lorsque l'eau souterraine, en gelant, fracture la surface en de nombreux endroits. On voit alors apparaître ces crêtes caractéristiques. C'est comme lorsqu'on met une canette au congélateur et qu'elle éclate. Son liquide formera des saillies gelées à sa surface. Les crêtes d'Europe mesurent près de 300 mètres de haut et sont séparées par des vallées d'une largeur de 800 mètres. Et bien sûr, là où il y a de l'eau, il peut aussi y avoir de la vie. Les éléments nécessaires à la vie peuvent circuler de la surface glacée jusqu'à l'océan salé situé assez loin au-dessous. Europe est une des lunes les plus étudiées par ceux qui cherchent des formes de vie extraterrestres, car on sait que sa surface cache un océan profond. Les scientifiques pensent que cet océan pourrait avoir une profondeur située entre 64 et 160 km. Il pourrait donc contenir 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Une autre candidate est cette petite lune qu'on appelle Encelade. Elle est à peu près aussi large que l'Arizona. Malgré sa taille, les scientifiques pensent qu'elle pourrait abriter de la vie, tout comme Europe. La raison? Là encore, un océan d'eau liquide recouvert de glace. En 2008, une sonde de la NASA a détecté des panaches de vapeur d'eau salée s'échappant de son pôle sud. Les scientifiques les ont analysés et y ont trouvé des molécules organiques, du carbone, de l'azote et de l'oxygène, qui sont d'importants éléments constitutifs de la vie. Au lieu d'une épaisse calotte glaciaire, comme sur Europe, Encelade pourrait n'être recouverte que d'une fine couche de glace mélangée à de la roche. Les panaches sont très rapides, ce qui indique qu'ils pourraient en effet provenir d'un océan liquide. Les chercheurs pensent qu'il existe sur Encelade un processus permanent au cours duquel de la vapeur d'eau s'élève de la surface, puis retombe, et se transforme à nouveau en eau liquide. Ce phénomène se produit depuis des centaines de milliers d'années. Ce mouvement contribuerait à distribuer les molécules organiques que les scientifiques estiment nécessaires à l'existence de la vie. Il est donc possible que de minuscules êtres vivants rampent quelque part sur Encelade.
La Terre est un endroit extraordinaire, et de nombreux facteurs la rendent propice à la vie telle que nous la connaissons. Mais nous ne pouvons pas, dans notre recherche de formes de vie au-delà de notre planète, supposer que nous rencontrerons partout exactement ces mêmes facteurs. L'un des endroits les plus prometteurs est sans aucun doute Ganymède, la plus grande lune de notre système solaire. Grise et couverte de cratères, elle peut sembler assez morne à première vue. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Nous avons récemment découvert qu'il y avait de la vapeur d'eau dans son atmosphère, et même plus que de l'eau. Nombreuses sont les caractéristiques qui font de la Terre un endroit parfait pour le développement de la vie. Nous avons un champ magnétique qui nous protège des radiations et une grosse lune qui crée nos marées et contribue à mélanger nos océans. Nos océans d'eau liquide sont profonds et nos masses terrestres présentent différentes altitudes, créant une variété d'environnements. Ganymède possède également certaines de ces caractéristiques. Par exemple, un champ magnétique. Et puis, il s'agit de la plus grosse lune de Jupiter. Ce qui signifie qu'il est également probable qu'il y ait des forces de marée. Ganymède est en rotation synchrone avec Jupiter, ce qui signifie qu'elle présente toujours la même face à la géante gazeuse. Malgré sa proximité, elle parvient à tourner autour de son axe tous les 7 jours. Un champ magnétique et de fortes marées pourraient contribuer à la création et au maintien d'un océan d'eau liquide sous la surface glacée de cette lune. Et il se pourrait bien qu'un jour, on y découvre quelque chose d'étonnant, qu'elle abrite des formes de vie. Voici maintenant Io, la 3e plus grande lune de Jupiter. Un endroit très particulier. Il s'agit du corps céleste le plus volcanique de notre système solaire. En effet, plus de 400 volcans actifs rejettent des gaz et d'autres substances à sa surface. Cela a créé une atmosphère gazeuse, principalement composée de dioxyde de soufre et d'un peu d'oxygène. Les volcans rendent certaines parties de cette lune très chaudes, jusqu'à 1650 degrés Celsius. D'autres zones sont extrêmement froides, proches des moins 130 degrés Celsius. La vie pourrait difficilement se développer dans des conditions pareilles. En outre, Io ne dispose ni d'eau ni d'éléments organiques et elle orbite à l'intérieur d'un anneau de radiation très nocive. Mais on pense qu'il y a peut-être eu de la vie sur Io il y a longtemps, peut-être sous une forme dont nous n'avons pas idée. Il se pourrait même qu'elle existe encore, profondément enfoncée sous la surface. Des simulations ont suggéré qu'il y avait beaucoup d'eau sur Io au début de son existence. Ce qui, combiné à la chaleur, aurait pu favoriser le développement de la vie. Mais tout aurait été détruit par les radiations après seulement 10 millions d'années. Donc, s'il y a de la vie sur Io, elle est probablement sous terre, à l'abri de tout ce rayonnement, comme dans les films post-apocalyptiques, où les gens bâtissent des villes entières sous la surface. Pour le vérifier, il faudrait que nous envoyions une sonde. Mais construire une sonde capable d'atterrir sur Io et de forer assez profondément pour trouver de la vie est un très grand défi, et nous n'en avons pas encore les moyens. Mars est une planète que les scientifiques ont beaucoup étudiée. Ils pensent qu'il y avait jadis de l'eau liquide et des lacs d'eau douce à la surface de la planète rouge. C'est un peu mieux que ceux que l'on y trouve aujourd'hui, à savoir de simples calottes glaciaires. Mais sa croûte pourrait cacher des composés organiques. Aujourd'hui, Mars est extrêmement froide et son atmosphère est ténue. Ce n'est pas très prometteur. Mais certains pensent que notre belle voisine était autrefois beaucoup plus chaude et plus hospitalière. Espérons que tous ces rovers et ces sondes nous apporteront de bonnes nouvelles et quelques preuves de vie. Imaginez une planète comme la Terre, mais beaucoup plus lourde. Nous savons que la gravité devient plus forte à mesure que la masse augmente. C'est pourquoi des géants comme Jupiter dans notre système solaire ont une gravité super puissante. La gravité de Jupiter est d'environ 25 mètres par seconde carrée, ce qui est 2,4 fois plus élevé que celle de la Terre. Elle est si puissante que Jupiter attire des centaines d'astéroïdes vers lui, qui, sans la présence de Jupiter, seraient tombés directement sur Terre. Cependant, Jupiter est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle n'a pas de surface solide comme la Terre. C'est littéralement une boule de gaz dans des vents avec un noyau dense quelque part profondément à l'intérieur. Si vous essayiez de vous tenir sur Jupiter, vous couleriez jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Mais que se passerait-il si nous nous tenions debout sur une planète semblable à la Terre avec une gravité très forte? Tout d'abord, ce serait beaucoup plus grand que notre Terre, et aussi massif. C'est un gros problème car cela affecterait sa taille et la manière dont il perd de la chaleur. Pensez-y comme ceci. À mesure que les choses deviennent plus grandes, elles perdent de la chaleur plus lentement, comme un grand pot de soupe qui mijote sur la cuisinière. Maintenant, j'ai faim. Cela signifie que la surface là-bas sera assez chaude. Vous pouvez imaginer une planète désertique ou de savane.
Le paysage serait différent en général. Vous auriez des montagnes plus courtes et des océans peu profonds, et la planète serait plate dans l'ensemble. La gravité élevée rendrait l'intérieur en fusion, provoquant beaucoup d'activité géologique et rendant la surface encore plus plate. L'air sur cette planète massive serait extrêmement dense car une force plus forte l'attirerait vers le bas. Respirer ressemblerait à inhaler de la soupe, aussi étrange que cela puisse paraître. De plus, les vents et les vagues seraient sauvages et puissants. Et pour ce qui est de voler, eh bien, ce serait difficile sur les planètes à forte gravité. Si nous atterrissons notre vaisseau spatial dessus, cela sera un vrai casse-tête pour repartir plus tard. D'un côté positif, en raison de l'épaisseur de l'air, le ciel aurait des couleurs magnifiques. Les couchers et levées de soleil seraient à couper le souffle. Et quand il s'agit de volcans, ils resteraient silencieux jusqu'à ce que la pression atteigne des niveaux épiques. Cela signifie que les éruptions volcaniques seraient rares mais folles lorsqu'elles se produisent. Après l'atterrissage, bien sûr, vous ressentiriez une incroyable lourdeur. Vous auriez l'impression d'être écrasé vers le bas. Chaque pas serait un exercice physique, et même soulever des objets serait un défi. Et oubliez de sauter haut ou de faire des acrobaties sophistiquées. Sur cette planète, vos sauts seraient à peine perceptibles. Même respirer serait difficile pour nous. Donc, si nous voulions y vivre, nous devrions adapter tous nos sports et jeux de manière significative. Et gravir une de ces petites montagnes ressemblerait à monter un escalier sans fin. Les bâtiments devraient en être courts et robustes également, comme de petites tours trapues. Les structures hautes pourraient facilement s'effondrer sous le poids de la gravité. Et sur une planète comme celle-ci, même une petite chute pourrait être désastreuse. Donc, les habitants seraient principalement des créatures robustes à 4 pattes, assurant leur stabilité et leur proximité avec le sol. Ainsi, les créatures vivant ici devraient être robustes. Le meilleur exemple est l'Elcor de Mass Effect. C'est une espèce originaire du monde à haute gravité d'Ekuna. En ce qui concerne la marche, ces créatures devraient choisir entre la stabilité et l'économie d'énergie. Moins de pattes serait idéal pour économiser de l'énergie. Dans ce cas, elles se déplaceraient comme un pendule oscillant, mais elles ne seraient pas très stables. Plus de pattes ont l'effet opposé. Ces gens auraient également besoin de poumons robustes pour respirer, de cœurs puissants pour pomper le sang contre la gravité et d'os super denses. Leurs veines pourraient même avoir des muscles, comme nos artères. Et avec autant d'oxygène autour en raison de l'atmosphère épaisse, ces créatures pourraient devenir vraiment grandes. En d'autres termes, si nous vivions sur une telle planète, nous ressemblerions tous à des culturistes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tout l'effort supplémentaire, vous pourriez profiter de plus de nourriture savoureuse. Vous auriez besoin des calories supplémentaires pour suivre le nouveau style de vie. Voilà à quoi ressemblerait la vie sur une planète à forte gravité. Maintenant, qu'en est-il de l'opposé, une planète avec une gravité très faible? Au lieu de vous sentir ancré et lourd, vous vous sentiriez remarquablement léger et flottant. Pour avoir une idée de ce que pourrait être une faible gravité, pensez à la sensation de sauter sur un trampoline. Lorsque vous sautez dans les airs, vous éprouvez un bref moment d'apesanteur avant que la gravité ne vous ramène au sol. Maintenant, imaginez que cette sensation d'apesanteur ne disparaisse jamais vraiment. Vous vous sentiriez incroyablement agile. Chaque pas serait un peu comme marcher sur la Lune, où vous pouvez faire des bonds énormes avec peu d'efforts. Une des plus grandes différences sur une telle planète serait le climat et les températures. Contrairement à la précédente, ce monde plus léger pourrait ne pas être aussi efficace pour retenir la chaleur. Cela pourrait se traduire par des températures plus douces et plus stables par rapport à la Terre. Imaginez un monde où chaque journée ressemble à une agréable journée de printemps. Les saisons pourraient toujours exister, mais les extrêmes des étés brûlants et des hivers glacials seraient beaucoup moins prononcés. Ainsi, les activités de plein air seraient un plaisir tout au long de l'année. Le paysage sur une planète à faible gravité serait un spectacle à couper le souffle. Les montagnes s'élèveraient à des hauteurs vertigineuses, leurs sommets semblant frôler le ciel. Ces majestueuses formations géologiques pourraient dépasser les couches de nuages. Les vallées et les canyons seraient profonds et étendus. Respirer là-bas serait un jeu d'enfant, littéralement. Avec une atmosphère plus fine, vous trouveriez beaucoup plus facile d'inhaler. Les vents seraient beaucoup plus doux que sur notre planète. Les tempêtes se produiraient toujours, mais elles ne ressembleraient en rien à celles que nous avons sur Terre. La vie sur une planète à faible gravité serait également différente. Les plantes pourraient en pousser grands et élancés, atteignant le ciel. Les arbres pourraient s'étirer jusqu'à des hauteurs incroyables. Les animaux seraient grands et gracieux, avec de longs membres et des corps élancés.
Il se déplacerait avec élégance. Les ailes pourraient être une caractéristique courante parmi eux. Ils pourraient également avoir développé des adaptations spécialisées, comme des sacs remplis de gaz. Si nous étions nés sur une planète comme celle-ci, nous serions également grands, minces, avec des os assez fragiles et des muscles très fins, comme ce garçon étiré dans Charlie et la chocolaterie. Comme vous pouvez le deviner, cette planète pourrait être un paradis pour les amateurs de sport. Les jeux traditionnels comme le basketball, le football et le volleyball pourraient devenir incroyablement populaires ici et bien plus amusants. Les gens seraient capables de sauter très haut, de faire des sauts périlleux dans les airs et toutes sortes de mouvements cool. Et des activités comme la randonnée, l'escalade et même le yoga prendraient de nouvelles dimensions. Faire des acrobaties serait aussi naturel que de marcher. Et toutes les tâches quotidiennes difficiles qui nécessitent de soulever et de porter seraient sans effort. Les architectes et les ingénieurs s'en donneraient à cœur joie en concevant des bâtiments dans ce monde. Ils seraient capables de construire des structures très hautes et élégantes atteignant la ligne d'horizon. Nos villes seraient remplies de gratte-ciels immenses et de grandes fenêtres. Voler et décoller de la surface serait beaucoup plus facile. Sur Terre, lancer un vaisseau spatial en orbite nécessite une quantité d'énergie énorme. Mais sur une planète à faible gravité, s'échapper de l'atmosphère serait beaucoup moins exigeant. Ce qui signifie que les humains pourraient voyager davantage et explorer l'espace deviendrait beaucoup plus facile et moins coûteux. Bien sûr, tout cela signifie que le transport bénéficierait également de la faible gravité. Le voyage en avion serait incroyablement efficace, avec des avions planant sans effort dans l'atmosphère mince. Les ascenseurs dans les immeubles de grande hauteur fonctionneraient avec une consommation d'énergie minimale. Et en général, étant donné que la planète est probablement plus petite que la Terre, les déplacements y seraient beaucoup plus rapides. Il pourrait cependant y avoir des défis, comme des corps fragiles et des problèmes de santé. De plus, nous serions probablement fatigués plus rapidement en raison de toute l'atrophie musculaire et d'autres facteurs. Et peut-être que l'écosystème ne serait pas aussi diversifié que celui de la Terre. Mais quand même, il semble que vivre sur une planète à faible gravité soit bien mieux que sur une planète à forte gravité. De plus, il semble que cela pourrait même être mieux que la Terre. Alors peut-être qu'un jour, nous trouverons une planète qui sera comme un paradis pour les humains. En attendant, prenons soin de notre magnifique Terre. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète.
Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la 3e planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN.
Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. La gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km/s ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un œuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 km de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levy 9. La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchance ? Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de 2 ans pour y arriver. Tu y seras en... Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide, mais il y a une tache étrange à sa surface. Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 terres.
Cette tempête effraie tout le monde. Elle est 10 fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km/h. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux. Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain Jupiter était avalé par un aspirateur géant? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère ou ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon. Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 km s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Chicxulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où il venait. Chicxulub n'était pas un astéroïde, mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal, mais de glace, de poussière et de gaz gelé. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre, mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexel est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres, ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexel s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. 3 ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait 2 fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas à Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elles des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. 8 planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile. Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète, nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre. Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus. Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires.
Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrés en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe, comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote. À cette époque, une autre planète de la taille de Mars, de nos jours, s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. À une vitesse de 14 000 km/h, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule, qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune, mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide, pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer.